Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous être déjà fidèles pour ce deuxième numéro de 38.1. Une émission qui, je vous le rappelle, vous propose tous les 3 mois de s'arrêter quelque peu sur des faits d'actualité marquants touchant l'ensemble des habitants de la province de Namur. Et pour commencer cette émission, on va se tourner vers les personnes âgées, des personnes souffrant régulièrement de solitude, une solitude qui peut s'avérer dangereuse parfois lorsque l'on n'a personne sur qui compter en cas de problème physique ou de chute par exemple. Dans ce cas, eh bien, les services de télévigilance peuvent être une des solutions envisageables pour minimiser les risques. Cette année, on fête justement les 10 ans du service Télépronam. C'est la séquence projecteur. Octavie Marot a 87 ans. Elle habite un petit village de la région d'Inontaise. Excepté le week-end, Octavie Marot se retrouve seule à la maison. Il y a 3 ans, une mauvaise chute l'a contrainte à séjourner en hôpital pendant quelques jours. Cette chute aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves. Aujourd'hui, même si Madame Marot a retrouvé toute son autonomie, son entourage a préféré pour sa sécurité l'abonner à un service de télévigilance, le service provincial Télépronam. Madame Marot, est-ce que vous m'entendez? Bonjour Madame Marot, vous allez bien? Oh non, je viens de faire un malaise, je ne suis pas bien du tout. Oui, attendez, je vais appeler votre belle-fille tout de suite et je vais appeler le médecin aussi, je pense que c'est mieux. Eh bien, tout simplement, nous plaçons des appareils de télévigilance chez les personnes âgées, malades ou handicapées. Et ces personnes portent sur elles un petit bouton émetteur, soit autour du bras, soit autour du cou. Dès qu'elles ont le moindre problème, elles appuient sur ce bouton émetteur et l'appel arrive directement ici sur les moniteurs de la centrale. À partir de là, on est en contact oral avec la personne qui sait nous expliquer ce qui se passe exactement. Et nous, on se charge de lui envoyer les secours à la maison. Les secours, c'est-à-dire les voisins, la famille ou les amis que la personne nous a renseignés au préalable. 3 centralistes se relaient pour assurer la permanence téléphonique, une permanence qui est ouverte de 7h30 à 22h. Les appels de nuit sont déviés vers le service bruxellois Télésecours qui dispose du fichier namurois et fonctionne selon le même principe. Les abonnés de la province de Namur bénéficient ainsi du service 24 heures sur 24. Des cas dramatiques, c'est extrêmement rare. Disons qu'une de mes collègues, Madame Buard, a dû assister un abonné dans ces derniers moments. C'est-à-dire qu'il nous a appelés et il est mort peu de temps après. 1100 abonnés sont reliés à la centrale de Télépronam. Le montant de l'abonnement s'élève à 950 francs par mois. Les CPAS et certaines mutuelles interviennent le cas échéant dans ce montant. 2 assistantes sociales intégrées à l'équipe Télépronam peuvent aider à résoudre les éventuels problèmes que rencontreraient les abonnés. On n'oublie pas de leur souhaiter leur anniversaire, par exemple. Soit par téléphone, soit on leur envoie une carte par courrier. Et tous les ans, on leur envoie une carte de vœux. Alors régulièrement, on leur téléphone tout simplement pour prendre de leurs nouvelles, pour pouvoir papoter un petit peu avec eux. Et eux, de leur côté, vous donnent de leurs nouvelles spontanément? Oui, tout à fait. Simplement en appuyant sur le bouton émetteur pour nous demander comment nous on va et pour nous dire que tout va bien. Enfin, dernier membre de l'équipe, un technicien est prêt à intervenir en cas de défectuosité technique de l'installation chez l'abonné. Alors avec nous en studio, Dominique Higuet, bon anniversaire, puisque ça fait 10 ans que Télépronam existe. Est-ce que c'est possible de dresser déjà un premier bilan de ces 10 années d'existence? Oui, certainement. Le bilan, il sera surtout positif, puisque en 10 ans, donc depuis 1989, le service Télépronam de télévigilance a rendu vraiment service à pratiquement 2700 habitants du territoire de la province de Namur. Et aujourd'hui, il compte 1200 abonnés reliés en permanence à cette centrale d'appel. Je crois que c'est important aussi de bien spécifier qu'il n'y a pas besoin de numéro de téléphone pour vous appeler, c'est vraiment avec le bouton poussoir qu'on est en liaison avec tout à fait. Donc la personne qui souhaite donc rester à son domicile, et je tiens à souligner qu'on est également sollicité pour des personnes qui vivent en institution d'hébergement. Donc là, le service est en train aussi de s'ouvrir de nouveaux créneaux. La personne qui a un malaise, une chute ou qui a tout simplement besoin d'une aide pousse sur son bouton émetteur et entre directement en contact avec ce centre de réponse qui prend les mesures nécessaires selon l'état de la situation. Alors très concrètement maintenant, si je veux m'abonner à ce service, qu'est-ce que je dois faire?
aucune difficulté. Il suffit de téléphoner donc à ce service, de donner ses coordonnées. Le service vous adresse directement un dossier complet à remplir où il faut mettre des références minimales évidemment. Et dans les 2 jours maximum, le technicien que l'on voit dans le reportage arrive avec ce véhicule téléprenable et vous installe l'unité. La seule exigence technique, il faut une prise de courant à proximité du téléphone. Et il faut aussi une personne de contact qui peut venir ouvrir les portes. On exige 4 personnes de contact et souvent le docteur également, le médecin traitant est renseigné dans ces 4 personnes pour pouvoir évidemment mieux gérer les demandes et avoir des interventions qui se mettent en route selon l'état de la situation. Un tout grand merci en tout cas. On va se tourner maintenant vers l'actualité. Quels ont été les grands événements qui ont marqué les dernières semaines en province de Namur? C'est tout de suite la séquence provision. À 62 ans, Michel Warnon, le doyen de la députation permanente, s'est éteint, emporté par la maladie. Originaire de Velaines-sur-Sambre, ce professeur d'éducation physique a exercé pendant 22 ans. En 1970, il se lance dans la politique et devient conseiller communal dans son village natal. Gravissant les marches une à une, il devient ensuite échevin, puis succède à Émile Lacroix, bourgmestre de Sambreville, lorsque celui-ci devient gouverneur de la province. L'amitié qui liait les 2 hommes le pousse à le rejoindre en 1981 à la députation permanente. 17 ans durant, il œuvre dans le domaine médico-social et donne à ce département une ampleur nouvelle. On lui doit notamment le service Écoute Enfants, le centre de médecine sportive ou encore le système de télévigilance mis à la disposition des personnes âgées ou handicapées. Le 27 novembre 1998, il siège pour la dernière fois au Conseil provincial. Il espérait alors un retour rapide afin d'honorer tous ses engagements. C'est maintenant au tour de son successeur de reprendre le flambeau et ce ne sera pas chose facile tant les projets initiés par Michel Warnon furent nombreux et novateurs. Le domaine provincial de Chevetogne nous fait son cirque. D'ici quelques années, le domaine devrait accueillir le cirque permanent de la célèbre famille Bouglione. Le monde du cirque sera représenté sous toutes ses facettes dans ce nouveau complexe. Le but est bien sûr de faire rêver, mais aussi de sauvegarder le patrimoine de ce monde merveilleux. La province de Namur accueille à bras ouverts ce vaste projet qui devrait comprendre une école du cirque, un parc animalier, une école de dressage, un musée du cirque et un musée des vieilles roulottes. Un grand divertissement familial donc, d'autant qu'en saison, un spectacle permanent se chargera de faire scintiller les yeux des petits et des grands. Succès de foule pour la première édition du Women Tennis Trophy de la région wallonne. À l'affiche, rien que du beau monde, 4 professionnels de haut niveau se sont affrontés au cours d'un mini-tournoi. Les 2 dernières championnes de Belgique en date, Justine Hénin et Kim Kleisters, et 2 célèbres joueuses françaises, Alexandra Fuzet et Nathalie Tosia, 10e au classement mondial. Nos joueuses ont une fois de plus fait la preuve de leur immense talent, même si elles ont été battues par les sportives françaises à l'issue d'un double décisif. Le public namurois était venu en masse applaudir sa petite Justine qu'il ne voit que trop rarement évoluer sur les cours. Le papa et l'oncle de Justine comptent parmi les heureux organisateurs de ce Women Tennis Trophy et ont bien l'intention de rééditer l'événement l'année prochaine. Alors s'il est vrai que la Wallonie manquait d'un grand rendez-vous tennistique, on peut dire aujourd'hui que le mal est réparé. Regardez bien cet inoffensif batracien à l'air penaud, un danger le guette. Et c'est pour éviter cela que le service technique de la province de Namur organise chaque année des opérations SOS batracien. Dès le début du mois de mars, lorsque le temps devient doux et humide, ces petits innocents migrent pour assurer leur reproduction. Mais routes et batraciens ne font pas bon ménage, les gens le savent, et de plus en plus de bénévoles se mobilisent pour leur venir en aide. Zone d'action des secouristes, les sites d'An-Hé, de Dave, d'Assès, de Marche-les-Dames et de Fosse-la-Ville. Les moyens utilisés sont divers, allant du classique ramassage naturel au plus sophistiqué passerelles et autres passages souterrains qui inspirent finalement peu confiance à ces petits amphibiens. Le bilan des sauvetages de 98 est relativement satisfaisant, la pérennité de la race est assurée sur les sites concernés par l'opération. Il en était une des principales chevilles ouvrières et il n'aurait pas souhaité le voir disparaître avec lui.
permettez-moi simplement de lui dédier le trophée que nous aurons le plaisir de remettre officiellement ce soir. Hommage à Georges Granville, dont l'absence a marqué la 30e cérémonie du Trophée du mérite sportif provincial. Cette édition a vu récompenser l'incontournable équipe namuroise du basket club de Saint-Servais, un trophée bien mérité puisque les demoiselles ont raflé leur 6e titre de champion de Belgique et se sont joliment fait remarquer sur la scène européenne. D'autres ont été récompensés cette année, comme l'équipe scolaire du Sambre-et-Meuse Athénée Club ou encore le maître d'armes Florent Bessemans, sacré champion du monde vétéran l'an dernier, une valeur sûre. Et pour terminer, le jury a misé sur l'avenir de ce jeune homme, Jérôme Guéry, un cavalier accessoire de 18 ans, champion de Belgique de saut d'obstacle junior, à qui revient le trophée Espoir. Le Grand Palais des Expositions de la province de Namur accueillait pendant un week-end la seconde édition du Salon du CIEP, le service d'information sur les études et professions. Un week-end entièrement consacré aux jeunes désireux de prendre une bonne orientation professionnelle. La plupart des écoles secondaires et supérieures étaient représentées, ainsi que les universités. La province présentait elle aussi ses différents types d'enseignement et de formation. Une école secondaire, l'IPES de Seille, s'est distinguée dans la jungle des établissements présents, offrant aux jeunes étudiants un spectacle haut en couleurs et en symboles sur le thème des droits de l'homme. Je vais remettre le prix de pouvoir innover en province de Namur. Comme chaque année, la province de Namur a attribué son prix économique à une entreprise namuroise qui s'est distinguée durant l'exercice écoulé. L'ingénieux Christian Lange remporte donc le prix cette année grâce à son Gluton, cet aspirateur de déchets urbains que le jeune namurois commercialise aujourd'hui en Belgique et dans 6 autres pays voisins. On va faire un bond maintenant en pleine nature pour partir à la découverte des éco-cantonniers, une profession trop souvent méconnue. Allez, enfilez vos bottes, on va faire un petit tour du côté des cours d'eau, c'est la séquence profil. Luc, Joseph et David sont éco-cantonniers de rivière. Hiver comme été, ils arpentent les cours d'eau de la province de Namur dans le but de prévenir les inondations. La principale tâche, veiller bien sûr au bon écoulement de l'eau en ce qui concerne les travaux qui doivent se faire dans les zones urbanisées. Lorsqu'une zone urbanisée est inondée et qu'on ne sait pas limiter le débit, la seule chose à faire est de modifier le ruisseau à cet endroit-là, soit pour l'élargir, le nettoyer ou bien enlever certains arbres qui occasionnent un frein à l'écoulement de l'eau. Pas de journée type pour les éco-cantonniers qui voient leurs tâches très diversifiées et souvent tributaires des conditions saisonnières. Pendant la période des crues, c'est de nettoyer les ouvrages d'art, les ouvrages de prévention. Pendant les périodes en dehors de l'hiver, là c'est généralement la remédiation donc, des zones urbanisées où il y a des problèmes d'inondation. À cela s'ajoute également la plantation de rives pour la préserver de l'érosion, ainsi que pendant la période du mois de février, la mise en place des barrières de batraciens pour lier donc, à l'environnement du cours d'eau. Ce matin, au programme de l'équipe, le montage de palissades pour batraciens en vue de leur migration prochaine. Les grenouilles, elles viennent ici du talus. Et alors, elles s'arrêtent ici. Alors, les personnes les ramassent. Quoi. Et puis elles les mettent dans des seaux. Ils les repassent ici en face dans la mare. Une fois la barrière mise en place, direction Upigny, pour le nettoyage d'un piège à branches, une tâche qui empêche ainsi l'obstruction du limiteur de débit et qui par extension régule la meuhaigne. Depuis 7 mois, les éco-cantonniers disposent pour ce travail d'un camion grue muni d'un broyeur, une technologie qui leur facilite grandement la tâche quand on sait qu'il y a à peine un an, ce type de nettoyage s'effectuait les pieds dans l'eau. Éco-cantonnier de rivière, une fonction diversifiée, souvent appréciée par les riverains. Sitôt que nous sommes passés sur un ruisseau, nous voyons les gens qui sont... On voit qu'ils sont contents parce qu'on a enlevé vraiment ce qu'il y avait dedans. On peut trouver tout, frigo, congélateur, une cuisinière, n'importe quoi dans les ruisseaux. Ça fait que c'est tôt qu'on est passé, on voit bien que les gens sont contents. Nous refaisons les berges
Et en plus, ils ne sont plus inondés. Qu'est-ce que vous appréciez dans votre profession? La nature. Moi, j'aime bien la nature. Travailler à l'air. Ça, c'est ce que j'aime le mieux. Alors, le travail d'équipe. Avec les amis. Parce qu'on peut dire que c'est des amis. Et pour en revenir à cette profession d'éco-cantonnier, nous avons demandé aujourd'hui à Jean Goffaut de nous rejoindre. Jean Goffaut, bonjour. Vous êtes directeur du service technique provincial. En 2 mots, est-ce qu'il existe une formation pour les éco-cantonniers? Il n'existe pas de formation scolaire aujourd'hui. Il y a des embryons qui commencent à se mettre en place. Donc c'est essentiellement une formation sur le tas. Travaux de bûcheronnage notamment, connaissance de l'écologie du cours d'eau. Pour le reste, il nous faut des gens qui sont des personnes habiles, je veux dire, capables de maçonner un peu, de faire différents petits travaux, je veux dire, manuels autour du cours d'eau. On a vu dans la séquence, il y avait pas mal de problèmes de pollution avant pour les rivières. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les rivières sont plus propres que les rivières d'hier? Donc il y a un double problème. D'une part, évidemment, le rejet des égouts dans les cours d'eau qui est en train de se régler progressivement, qui sera réglé d'ici 10 ans. Il y a d'autre part des habitudes nocives des gens de jeter dans le cours d'eau un petit peu tout et n'importe quoi, vieux pneus, frigos, déchets de tonte, des choses de ce genre-là. Et là, je pense que quand le cours d'eau s'améliorera, les pratiques s'amélioreront. Les déchetteries ont déjà d'ailleurs apporté aujourd'hui une amélioration visible au niveau en tout cas des gros objets. Le travail des éco-cantonniers aussi, est-ce que c'est un travail de dialogue parfois avec la population ? C'est un travail de dialogue au niveau des éco-cantonniers, au niveau évidemment des gens qui les dirigent également. Nous pensons, nous, que le cours d'eau vivra le mieux quand tous les utilisateurs seront en harmonie autour. Je pense utilisateurs, c'est à la fois le pêcheur, l'agriculteur, le riverain, bien sûr. Bien, on vient de parler des cours d'eau. On va continuer en suivant, si vous le voulez bien, les aventures de Monsieur Paul. Un petit conseil en passant pour nous permettre peut-être de faciliter le travail des éco-cantonniers. C'était une belle journée de printemps. Monsieur Paul, un jardinier distingué, égalisait méticuleusement son gazon anglais. Puis il décida de sculpter harmonieusement la haie qui borde son jardin. Quand soudain, c'était comme une vision d'horreur. Un chemin de halage avec des herbes hautes d'au moins 1 mètre. Un véritable cauchemar. Monsieur Paul lutta pendant des heures pour venir à bout de cette jungle sauvage. Oh là là, mais qu'est-ce que vous faites, Monsieur Paul? Vous n'allez tout de même pas? Mais arrêtez! Trop tard. Mais, Monsieur Paul, vous n'allez pas jeter vos branches dans la Meuse maintenant? Non, non, mais non! Monsieur Paul pense que ces produits sont naturels et donc il n'y a pas de problème. Mais il se trompe. Les matières végétales en décomposition dans l'eau consomment une partie de l'oxygène nécessaire aux poissons qui en ont bien besoin. Vous voyez, Monsieur Paul, la Meuse charrie suffisamment de déchets naturels, n'en rajoutez pas. Les berges naturelles favorisent la prolifération de la flore et de la faune sauvage. Encore faut-il les laisser pousser en paix. La flore sauvage n'est pas un jardin. Accueillons-la comme une richesse naturelle. Allez, Monsieur Paul, montrez l'exemple. Allez porter vos produits verts dans les parcs de recyclage. Les gestionnaires et les usagers de la Haute-Meuse font des efforts. Et vous ? En début d'émission, on vous parlait des personnes âgées. On va se tourner maintenant vers le secteur de la petite enfance, puisque depuis 1990, une intercommunale des modes d'accueil pour jeunes enfants a été créée à l'échelon de la province. Quelles sont les missions et les objectifs de cette intercommunale baptisée Image? Réponse tout de suite dans notre séquence Propos. Eh bien, nous proposons pour les enfants de 0-3 ans d'abord des gardiennes encadrées, des maisons communales d'accueil de l'enfance qui sont des mini-crèches
pour de 12 à 18 enfants. Et nous proposons des halles garderies, halles d'accueil pour les enfants de 3-12 ans après l'école et durant les vacances scolaires. Ces différents services couvrent l'ensemble de la province ou presque, mais les demandes et donc les structures mises en place se concentrent en milieu urbain. Donc nous allons interroger les personnes en leur demandant sur leur parcours ce qui les intéresse. Si vous partez d'un endroit, vous allez avoir sur votre itinéraire des gardiennes, des maisons communales d'accueil de l'enfance, et nous allons chercher avec elles ce qui leur convient le mieux en fonction de leurs désirs, mais aussi des horaires qu'ils souhaitent. Le coût pour le particulier est proportionnel à ses ressources hors allocation familiale, environ 10%, avec un plafond de 700 francs par jour. Mais il existe de nombreux autres bailleurs de fonds. À ce point de vue, Image est unique en son genre. Effectivement, nous sommes souvent appelés pour expliquer notre mode de financement. Je pense que l'originalité vient justement des synergies qui ont pu se créer grâce à l'action provinciale entre les différentes sources de financement, mais synergies en liaison directe avec les besoins qui s'expriment et en toute liberté par les partenaires locaux. Depuis 2 ans, existe également un service de garde d'enfants malades à domicile, peu sollicité dans certaines régions. Peut-être la solidarité familiale fonctionne-t-elle mieux, mais peut-être aussi les parents ignorent-ils que nous intervenons, pas seulement pour les enfants qui sont à notre garde, mais pour tous les enfants de 0 à 12 ans, qu'il suffit d'avoir un certificat médical et qu'il ne leur en coûtera pas plus que ce qu'ils paieraient en crèche, à savoir un barème en fonction des ressources. Alors maintenant, nous venons de mettre sur pied un nouveau service qui accompagnera les enfants qui ont une difficulté personnelle ou une difficulté relationnelle avec leurs parents, mais pour les tout petits bébés. Je pense qu'il y avait la nécessité d'offrir un accueil tout à fait spécifique et surtout un encadrement avec des professionnels de qualité. Pour l'avenir, l'intercommunal compte beaucoup sur un refinancement du secteur en vue d'offrir de nouveaux services à la population. Je pense qu'il y a un débat qui est d'actualité à ce sujet, à savoir l'accueil extrascolaire des enfants. Et je pense que là, le rôle primordial des pouvoirs locaux, à savoir des communes, doit être mis en exergue. Et c'est dans cette liaison, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, entre pouvoir local, province et les différents pouvoirs subsidiants, que nous pourrons assurer le pluralisme et surtout la qualité de l'accueil pour tous les enfants qui feront appel à ces services dans la plus grande indépendance possible. Dans les semaines à venir, toute une série d'initiatives seront prises en province de Namur, des activités culturelles ou sportives. C'est l'agenda de 38.1. En voici donc le programme. Du 3 avril au 9 mai, au château de Conjou, les trésors du Condro, l'aspect historique de la sculpture, de l'orfèvrerie, de la peinture et du mobilier du Condro. Du 2 au 30 avril, à la maison du foyer culturel d'Astières, affiche de peintre de 1945 à nos jours, car l'affiche est aussi un art. Du 5 avril au 24 octobre, au château ferme de Falahin, le monde au bout des doigts, des marionnettes porte-parole des sentiments populaires. Du 8 mai au 31 août, au musée provincial Félicien Robs, une exposition retraçant les liens et les influences entre le graveur, le poète et l'éditeur. Le 26 juin, fête de la BD à l'Institut provincial de l'enseignement secondaire de Seille. Dans le cadre des expositions de Mobile Sonore, soirée spéciale conte les 21 et 22 mai sur les mythes des origines de la musique. Du 29 mai au 28 août, au domaine provincial de Chevetogne, les soirs au fond des bois, avec concert de trompes de chasse chaque samedi. Toujours à Chevetogne, du 30 mai au 29 août, les matins câlins, concert apéritif promenade de jazz, organisé chaque dimanche. Du 6 au 16 mai à Rochefort, 19e Festival international du rire. Le 13 mai, la Petite Reine à l'honneur, Grand Prix cycliste de Wallonie. Le 15 mai à Dinan, finale du 2e concours pour jeunes saxophonistes. Du 27 au 30 mai à Namur, Namur en mai, Festival des Arts Forains. Journée portes ouvertes en cascade, le 24 avril, École hôtelière provinciale de Namur. Le 28 avril, École provinciale secondaire d'infirmières et infirmiers. Le 28 avril également, École provinciale infirmière, infirmiers accoucheurs.
Toujours le 28 avril, Institut supérieur provincial de secrétariat de direction. Institut supérieur de gestion hôtelière le 5 mai. École technique provinciale d'agriculture le 13 mai. Le 13 mai également, Institut supérieur provincial d'agronomie de Ciney. Institut provincial d'enseignement secondaire de Seille les 21 et 22 mai. L'École provinciale d'élevage et d'équitation de Gèves présente du 29 avril au 2 mai le concours national cycle classique des jeunes chevaux. Les 14, 15 et 16 mai, le concours complet national, toujours à l'École provinciale d'élevage et d'équitation. Et enfin, les 29 et 30 mai, l'École provinciale équestre de Gèves terminera par la présentation du concours national d'obstacles. Au Centre dramatique en région rurale de Houillet, dans le cadre de l'atelier théâtre, 2 courts spectacles, le haricot fou et Our toujours. Fête de fin d'année de l'école du cirque de Jean Blou, le 26 juin à la Manufacture. À la Maison de la Culture de la province de Namur, le 2 mai, finale du concours provincial scène A2. Et puis avant de nous quitter, il nous reste à vous présenter le premier prix du concours Création 98, un concours de chansons destiné au jeune public organisé par le service culturel de la province de Namur. Le titre de la chanson est éloquent, c'est La Terre est malade. Cette chanson est interprétée pour une fois en français par William Dunker. Et quant à nous, on se retrouve d'ici 3 mois pour un nouveau numéro de 38.1. À très bientôt, au revoir. Vilaines sorcières et des diables poilus s'amusent avec la terre à des jeux défendus. Il lui ouvre la bouche en lui pinçant le nez, et dès que la terre louche, il commence à chanter. La terre est malade, elle va pas très bien, il va peut-être falloir l'opérer. La terre est malade, mais pourtant elle mange bien. C'est fou ce qu'elle peut avaler. Au petit déjeuner, elle mange des vieux papiers, une grande page de journal bien trempée dans l'eau sale. À 10 heures à biscuit, enrobé de cambouis, et une tartine de boue avec du jus d'égout. La terre est malade, elle va pas très bien, il va peut-être falloir l'opérer. La terre est malade, mais pourtant elle mange bien, c'est fou ce qu'elle peut avaler. À midi de la soupe, du concentré de mazout, du pâté de pourriture avec 2 tranches d'ordure. Du plastique en cuisine, à la fumée de l'usine, et ensuite comme dessert, une grosse tarte aux poussières. La terre est malade, elle va pas très bien, il va peut-être falloir l'opérer. La terre est malade, pourtant elle mange bien, c'est fou ce qu'elle peut avoir.